Soit c'est de l'incompétence, soit c'est un mensonge, et dans les deux cas, c'est grave. Il est faux de dire qu'il y a une liste de dizaines de milliers de millionnaires qui ne paieraient pas d'impôt sur le revenu. C'est ce qu'elle a dit. En plus, elle était ministre en charge des comptes publics. Et là, quelques semaines après, on découvre que cette liste existe. Donc, que dire ? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. En 2025, beaucoup d'entre vous ont franchi le pas pour la première fois en soutenant le média. C'est un soutien historique qui va nous permettre d'investir tout au long de 2026. Alors merci à celles et ceux qui en font déjà partie. Et pour les autres, il est encore temps de rejoindre l'aventure et de soutenir le média durablement via l'abonnement ou un don mensuel. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, 13 000 millionnaires ne paient pas d'impôt sur le revenu. Ça alors, qui aurait pu prédire ? Les millionnaires ne paient pas d'impôt sur le revenu. Bon, on tombe pas vraiment de nos chaises, hein. C'est pas faute de l'avoir répété et prouvé, mais là, c'est Bercy qui le dit. Le Monde révèle les données d'un document venant tout droit du ministère de l'économie. En 2024, 18 525 foyers disposant d'un patrimoine immobilier d'au moins 1,3 million d'euros n'ont pas payé d'impôt sur le revenu, même en excluant les personnes qui ne résident pas fiscalement en France et celles décédées en cours d'année. Le nombre de ces très riches qui échappent à l'impôt commun reste étonnamment élevé et pose question. 13 335. C'est ce qui ressort des derniers documents transmis par le ministère de l'économie et des finances à Claude Raynal, Parti socialiste, et Jean-François Husson, les Républicains, les deux têtes de la commission des finances au Sénat. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, Éric Lombard, ancien ministre de l'économie, avait bien dit que des milliers de millionnaires ne payaient aucun impôt sur le revenu, que des documents à Bercy le prouvaient, et le gouvernement était tout de suite monté au créneau, avait réfuté ces allégations et l'on fait passer pour un fou, n'ayons pas peur des mots. De plus, Bercy ne vient que confirmer plusieurs études déjà reconnues. Thomas, les plus riches échappent à l'impôt sur le revenu par plusieurs mécanismes. Un patrimoine élevé mais des revenus moins élevés. Être actionnaire ou patron d'une entreprise et minimiser son revenu pour toucher des dividendes qui sont moins taxés. Avoir des revenus exonérés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ? Comment c'est possible d'avoir des millions et de ne pas payer d'impôt sur le revenu ? Exactement. Alors, tu l'as bien expliqué dans ton intro. En fait, toute la partie des gens qui auraient de l'immobilier et qui seraient millionnaires mais qui vivent à l'étranger ne sont pas pris en compte dans cette étude. Donc, il reste que ceux qui vivent en France. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit ils n'ont pas de revenus ou un revenu beaucoup trop faible. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on met dans les revenus ? On met leur salaire, mais on peut mettre aussi les loyers qu'ils touchent ou les pensions de retraite. Donc, soit ils ont tout ça réuni, un salaire, un revenu tellement faible qu'ils ne peuvent pas payer d'impôt sur le revenu. C'est très difficile à imaginer quand on pense que quelqu'un peut avoir 5-10 millions d'euros de patrimoine et qu'il ne percevrait aucun loyer ou pas suffisant pour payer l'impôt sur le revenu. Soit ils utilisent un certain nombre de niches qui existent pour faire baisser très fortement leur revenu fiscal et être non imposables. Mais ça veut dire que là, s'ils sont millionnaires, très clairement dans l'abus de droit ou dans l'utilisation abusive de ces niches fiscales. Ou sinon, il y a très clairement ce qu'on avait dit ici et ce qui avait été mis en avant par Gabriel Zucman, c'est les holdings familiales. C'est-à-dire que, vous ne touchez pas les loyers ou les revenus que vous percevez, c'est la holding qui les touche. Mais après, avec cette holding, vous faites en sorte de vivre votre vie de tous les jours en achetant des appartements ou en achetant d'autres biens dont vous avez voiture, peut-être bateau que vous mettez ensuite en location. Et donc, c'est de l'optimisation fiscale très forte qui leur permet d'échapper en partie à l'impôt. Et là, en plus, on parle que de l'immobilier. On parle pas, je le disais moi dans ma question, mais des actionnaires qui touchent des dividendes. Et là aussi, il y a des mécanismes pour échapper à l'impôt sur le revenu. Non, parce que Macron, en fait, a réformé l'ISF. Avant, dans l'ISF, vous aviez la partie des biens immobiliers et la partie du capital financier, c'est-à-dire ce que vous avez en bourse, etc. Aujourd'hui, vous êtes imposé uniquement sur la partie immobilier, ce qui fait qu'on a perdu vraiment, comment vous dire, une information très intéressante sur toute la partie en fait actionnariale, en fait, la spéculation, le capital financier. Donc, on ne sait pas, en fait, dans ceux qui ont un capital financier énorme, qui dépasserait le 2 millions de placements financiers, quelle est la part de ceux qui ne payent pas d'impôts, qui s'ajouterait à la part que nous avons là. Là, on n'est que vraiment... Et en plus, disons-le, on est vraiment sur la partie immobilier. Mais plus vous êtes riche, plus ce que vous avez en mobilier, c'est-à-dire en placement financier, est énorme. Quand vous avez 20 ou 25 millions de fortune, 80-90%,
c'est du placement financier, c'est pas de l'immobilier. Donc là, on n'est que sur la partie immobilier. Donc si on commence à prendre toute la partie de ceux qui payent des actions, on est probablement de ceux qui ont des gros portefeuilles d'actions, on est probablement à beaucoup plus élevé. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens veulent avoir une forme de transparence sur la pression fiscale. Là, on a vraiment les cas où ils payent zéro d'impôt. On va voir après, il y a peut-être d'autres cas où ils payent juste 100, 200, 300. Mais là, on est sur zéro d'impôt. Mais ce que veulent connaître les gens, c'est la pression fiscale globale et la comparer à leur pression fiscale à eux pour comprendre si nous avons finalement, pour les très riches, un système progressif ou régressif à la fin. On sait qu'il est progressif au départ, c'est-à-dire vous gagnez très peu d'argent, vous ne payez pas d'impôt. Vous commencez à en payer au-delà d'un certain montant, même si vous gagnez bien votre vie, mais sans être millionnaire, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 10 000, vous êtes très fortement taxé. Et là, on se rend compte qu'en haut, il peut y avoir une régressivité qui a été évaluée par les travaux scientifiques de Zuckman et d'autres, mais que là, on a eu concrètement via cette information. Justement, tu en parles, c'est bien de rajouter quelques chiffres. Il y a Attac qui pointe que selon la note de Bercy, plus le patrimoine immobilier est élevé, plus la proportion de ménages ayant un impôt sur le revenu nul ou négatif augmente. Donc, plus on a de patrimoine, moins on paye d'impôts, c'est quand même fou. Il existe même un ménage qui ne paie pas d'impôt sur le revenu malgré un patrimoine immobilier de 142 millions d'euros. Il y a d'autres chiffres, il y a Arthur Guyouzouik, co-responsable du pôle entreprise de l'Institut des politiques publiques, qui a montré à France Info que parmi les ménages qui bénéficiaient en 2017 du plafonnement de l'impôt sur la fortune, 25% de ceux possédant plus de 2,5 millions d'euros de patrimoine avaient un revenu fiscal de référence inférieur à 6 900 euros. Et enfin, on le sait très bien, ça on l'avait déjà montré plusieurs fois, le taux d'imposition effectif à l'impôt personnel n'est plus que de 2%. Pour le top des plus riches, c'est le 0,001%. Et pareil, c'est l'Institut des politiques publiques qui a révélé ce chiffre en 2016. Donc avant la politique d'Emmanuel Macron pour encore renforcer tout ça. Tu le disais, en fait, j'ai l'impression qu'on est clairement face à des mécanismes d'optimisation fiscale, mais c'est pourtant légal en fait. Exactement. Là, imaginez-vous, mettons-nous à la place de cette personne qui gagne 142, qui a un patrimoine, de 142 millions d'euros. On parle d'un patrimoine immobilier. Ouais. Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire dire que là, imaginez-vous s'il a peut-être 142 appartements, 140 appartements à 1 million d'euros. Et là, on nous fait croire que cette personne-là s'il ne travaille pas, n'aurait aucun revenu de ces apparts qu'il loue, puisqu'il ne déclare pas ou il a un impôt négatif. Donc là, on sait très bien que cette personne-là a fait une holding, que c'est la holding qui touche les loyers, que tant qu'ils n'y touchent pas, ils ne sont pas imposables, et que probablement, avec un patrimoine immobilier comme ça, tous les 30, 35, 40 ans, ils vendent un appartement ou deux. Là, il n'y a pas de taxes, c'est exonéré. Et là, il vit avec les appartements qu'il vend. Donc, on voit bien qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y a des échappatoires, en réalité. Il y a des échappatoires qui ont été mis en place sur la fiscalité traditionnelle. Et ceux qui arrivent à jouer avec ces échappatoires sont toujours ceux qui sont les plus riches, parce qu'ils sont bien conseillés. Voilà. Et quand vous avez un patrimoine immobilier à 300 000, 400 000, 500 000 euros, ce qui est déjà pas mal, parce que pour avoir ça, il faut gagner 3, 4 000, 5 000 euros par mois. Je veux dire, si vous êtes sans patrimoine, donc c'est quand même des gens qui sont dans le top 5% en termes de revenus français. Eux, vous n'avez pas de mécanisme possible. Et quand vous êtes très très riche, vous avez les holdings, vous avez de l'optimisation fiscale, comme tu as dit, qui est légale. Et c'est ça que dénonçait Gabriel Zuckman, c'est qu'il disait, à un moment, si vous créez des impôts comme l'ISF, mais un échappatoire en ne taxant pas, par exemple, les biens professionnels, ce qui fait que la première fortune française, L'Oréal, ne le payait pas. Ça sert à rien. C'est-à-dire que vous allez taxer, encore une fois, les riches qui sont les moins mobiles et qui vont devoir payer. Quand vous taxez l'ensemble des choses, le professionnel et le non professionnel, là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Tout ça, ça casse un peu le mythe quand même des millionnaires qu'on présente souvent comme des gens qui travaillent dur et qui croulent sous les impôts, alors qu'en fait, on parle là d'un système de privilèges, d'héritage. Enfin, on fait que nourrir la bête, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on nous a présenté pendant des années un riche qui, déjà, aurait eu sa fortune par le travail. Qu'il aurait eu par le travail, qui serait écrasé par les impôts en France et qui serait bien gentil de rester ici. Ce qui fait qu'on arrivait même à excuser des gens qui changeaient de pays parce qu'ils avaient gagné de l'argent et qu'ailleurs, ils payaient moins d'impôts et qu'il fallait baisser la fiscalité. C'est ce qu'on nous a vendu. Or là, on se rend compte que, y compris à l'intérieur du système français, dont on nous dit qu'on a les premiers prélèvements obligatoires, etc., on peut être millionnaire et ne pas payer d'impôts sur le revenu. On est un paradis fiscal, en fait, pour les extrêmes plus riches. Alors, oui, pour les extrêmes plus riches, oui, clairement. Et même, je l'ai souvent dit ici, le monde est un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit où ils peuvent être taxés, ceux qui sont très, très riches. Après, là, ceux qui sont millionnaires, il faut voir la chose, parce qu'il y a 7%, à peu près 7-8% des gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu.
Donc ça veut dire qu'il y en a 93% qui en payent un quand même. Mais après, il faut aller plus loin. Les autres, qu'est-ce qu'ils payent? C'est ça qu'on a envie de voir. Oui. Probablement, il y en a qui sont quelqu'un peut-être qu'à 1,3 million, probablement, lui, il ne peut pas trop bouger. Donc, il est peut-être, avec un impôt sur le revenu, il est peut-être taxé normalement. Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui payent quelques centaines d'euros, quelques milliers, très peu, vous voyez, et qui ont une pression fiscale, c'est pour ça que j'ai dit ça, beaucoup plus faible que quelqu'un qui va être en dessous et qui n'aura pas de patrimoine. Et c'est ça qu'il faut regarder. Là on a quelque chose d'assez phénoménal parce qu'on a plus de 10 000 personnes qui ne payent pas d'impôt sur le revenu et qui sont millionnaires. C'est phénoménal, il faut retenir ce chiffre. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est des travaux qui avaient déjà identifié que la France était un paradis fiscal pour les riches et qu'on pouvait faire ça. Mais après, je suis persuadé que moi, il y en a qui en payent quelques dizaines d'euros et qui ont des grosses fortunes et qui c'est pas acceptable non plus. Donc regardons vraiment le pourcentage qu'a fait Gabriel Zucman en disant qu'ils sont taxés à 2% les milliardaires. C'est cette pression fiscale qu'il faut regarder parce qu'on voit bien que même quand ils payent un peu d'impôt sur le revenu, ils n'en payent pas beaucoup, quoi. Donc là, ce chiffre-là des 13 000 millionnaires, c'est clairement un arbre qui cache la forêt. Et c'est exactement ça, c'est un arbre qui cache la forêt. Si on commence à regarder l'ensemble de ce qu'il déclare, qu'on compare même la part de l'impôt sur le revenu qu'il paye par rapport à ce qu'il gagne, qu'on prend ensuite le patrimoine financier qui, comme je l'ai dit depuis la réforme de l'ISF, n'est plus pris en compte, je pense qu'on aurait des chiffres bien plus impressionnants. Et les gens veulent savoir aujourd'hui. Pourquoi ils veulent savoir ? Parce que pendant très longtemps, on a dit « Ah, mais c'est dégueulasse, il n'y a qu'une partie des personnes qui payent l'impôt sur le revenu, les riches, et les pauvres ne le payent pas, c'est dégueulasse. » On l'avait dit ici, s'ils gagnaient mieux, ils le paieraient. De toute façon, les pauvres payent un impôt, c'est la TVA. Voilà, tout à fait. Mais ils vont te dire la même chose, ils vont dire les riches aussi payent la TVA, etc. Oui. Non, mais après, ce qui est sur l'impôt sur le revenu, là, on voit bien que les plus pauvres ne le payent pas, d'accord, qu'il y a une partie de la classe moyenne à supérieure, moyenne, supérieure sans patrimoine, qui la paye et en haut beaucoup, et après, dès qu'on est plus riche, on ne la paye plus. Oui, c'est ça. Donc là c'est pas possible. C'est pas oui, parce qu'en fait, ça, en gros, les entre 2 000 et 5 000 euros, ils pensent qu'ils sont riches et du coup, politiquement, ils vont s'affilier avec les ultra-riches qui, en fait, ils se font avoir par les ultra-riches et ils disent non, mais moi, je suis riche et c'est pour un peu se décoller de la masse et dire, de toute façon, mon problème, c'est les pauvres. C'est ça, quand les politiques disent, ah oui, on croule sous les impôts, ils savent très, très bien que les riches, que les ultra-riches ne sont pas, qu'on n'a pas une pression fiscale énorme, mais c'est pour s'attraper tout l'électorat de 2 000, 3 000, 4 000 euros en disant, regardez comment vous êtes taxés. Exactement. Et c'est pour ça que le discours de la baisse d'impôts, etc., fonctionne sur la classe, on va dire. On le voit bien dans les débats qu'on a eus, de dire oh, on en a marre d'être taxé pour ceux qui ne travaillent pas ou taxé pour le modèle social. Et en fait, le but, c'est d'amener cette classe un peu supérieure qui va être au-dessus de 3 000 jusqu'à peut-être 10 000, parce qu'après, les salaires, c'est très rarement au-dessus, et qui sont très fortement taxés, qui sont moins mobiles que les autres, qui ont un patrimoine énorme et qui peuvent échapper à l'impôt. Moi, ce qui juste me choque, c'est, je veux dire, quand je vois avec quelle aisance on a été embêter les chômeurs sur leurs prestations chômage, sur les durées de prestations, en disant qu'ils étaient trop gâtés, que ça les empêchait d'aller travailler, et comment notre gouvernement a du mal à faire appliquer des lois pour recouvrer de manière parfaitement normale l'impôt sur les plus riches, ce qui ne va pas changer globalement leur vie. Et ça, je trouve ça assez choquant. Ça dit beaucoup de la politique économique de notre gouvernement. Hein. On a dit que c'était un gouvernement pro-riche. Là, on en a encore une fois l'exemple. Justement, tu parles de la politique économique. Au-delà de ces mécanismes d'optimisation sur le patrimoine immobilier, il y a un système tout entier qui encourage les riches à s'enrichir. Quand on dit les riches, encore une fois, on parle des ultra-riches. Hein. Il y a Gabriel Zucman, tu en as beaucoup parlé, économiste qu'on commence à bien connaître du coup, qui a ajouté que l'impôt sur les sociétés qui venait en partie compenser la faible imposition personnelle des ultra-riches en 2016 a fortement baissé depuis, compte tenu de la baisse du taux d'impôt de société de 33 à 25% et de la baisse de l'IS à l'étranger, principalement aux États-Unis. Également, on a appris que les grandes fortunes et entreprises bénéficiaient de petits arrangements, de remises ou de redressements fiscaux de plus d'1 milliard d'euros abandonnés. Est-ce qu'on est clairement là dans une société de privilèges? C'est pour ça que je dis qu'on engrossit la bête, en fait. Non, mais bien sûr. Là, il y a tout un système, c'est pas juste 13 000 millionnaires. En fait, là, Macron a ouvert tous les échappatoires possibles. C'est-à-dire qu'il a baissé, comme tu l'as dit, l'impôt sur les sociétés, qui est passé de 33 à 25%. Il a baissé les impôts sur les revenus financiers avec la flat tax. Donc, il a fait en sorte que vous puissiez vous payer de différentes façons avec des impôts qui sont moins élevés. Alors, je sais que le rêve de beaucoup de gens, c'est qu'on redescende à zéro. Mais à un moment, oui, une création de richesse pour tout le monde doit être taxée. Après, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez en Europe un jeu vraiment de concurrence fiscale qui met une pression supplémentaire, avec des pays comme le Luxembourg, la Belgique ou l'Irlande, qui ont une pression, qui ont un impôt sur les sociétés encore plus faible que le nôtre. Donc la mondialisation
Et la mondialisation, la financiarisation de l'économie, et après des gouvernements qui veulent aller dans ce sens-là, comme le gouvernement de Macron, favorisent très clairement les plus riches. Et d'ailleurs, les premières réformes mises en place par Macron, dès qu'il a pris le pouvoir, ça a été la réforme de l'ISF, la baisse de l'IS, la flat tax. Donc ça a été vraiment 3 mesures qui bénéficiaient aux gens les plus riches. Aux gens les plus riches. Donc voilà, Macron, et là on le voit bien, on a eu tout un tas d'études qui ont montré que les plus riches se sont enrichis très fortement, le top 0,1, le top 0,01% avec les mesures de Macron, que ça n'a pas créé d'investissement. Là, on a des preuves supplémentaires, alors là, des preuves venant du ministère, que des gens arrivent à échapper à l'impôt. Et malgré tout, qu'est-ce qui est proposé ? Pas grand-chose, voilà. Et surtout qu'on rappelle, les plus riches ne le sont pas par magie, c'est héritage, c'est exploitation des salariés, on récupère toute la valeur ajoutée, c'est on se fait payer son crédit ou son logement grâce à des locataires qui, eux, n'ont pas accès au logement. Enfin, c'est bien de rappeler que la fortune, ça tombe pas du ciel et c'est grâce à d'autres gens, grâce aux pauvres, que les riches le sont. Et on se rappelle aussi que... Tu as entièrement raison, il y a une grosse partie de l'héritage et même ceux qui ont fait fortune, leur fortune s'auto-valorise à un moment grâce à un système qui les favorise. Un système, la financiarisation, la mondialisation, un certain nombre de règles. Donc même ceux qui disent « Attends, moi j'ai réussi tout seul », ils ont réussi une partie du chemin. Effectivement, peut-être parce qu'ils étaient dans un secteur porteur, peut-être parce qu'ils avaient un talent. Mais une fois qu'ils ont cette fortune, elle augmente, elle s'auto-valorise de manière très impressionnante grâce au système qui est mis en place. Voilà. On se rappelle aussi que quand Éric Lombard avait tiré la sonnette d'alarme, eh bien, le gouvernement avait complètement nié. Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. Et si c'était le cas, cela fait bien longtemps, évidemment, que cette situation aurait été dénoncée, de corriger. Troisième élément de la réponse, cela fait des mois, les yeux dans les yeux, Madame la députée, nous avons passé des heures ici sur un certain nombre de PPL, sur un certain nombre de débats, que le gouvernement, avec beaucoup de force, a dit qu'effectivement, si des mécanismes d'optimisation fiscale que nous connaissons amènent à ce que le taux d'imposition effectif moyen des plus fortunés de notre pays est plus bas que ce qu'il devrait être, il faut que nous changions la loi, parce que quand la loi permet la suroptimisation, la loi doit être changée. Je l'ai dit, je l'ai redit, nous l'assumons. À tel point que, troisième élément, ce gouvernement a déposé un projet de loi de finances avec un article 3 qui s'appelle une taxe sur les holdings, qui a fait l'objet de beaucoup de débats et qui permet précisément pour la première fois dans notre pays de mettre un mot, de mettre des outils et de mettre une réponse à une situation que nous ne nions pas, mais qu'il nous faut regarder avec efficacité. Thomas, c'est fou d'entendre ce qu'on vient d'entendre là, quand des études le montraient déjà et que la ministre des Comptes publics à l'époque, aujourd'hui présidente de la Cour des comptes, nommée par Emmanuel Macron, se fait démentir quelques semaines après. Qu'est-ce que ça dit ? Je trouve ça, moi, hallucinant et je sais pas, je trouve ça assez gênant qu'il n'y ait pas de conséquences beaucoup plus importantes parce qu'elle l'a dit en plus à l'Assemblée nationale. Donc, elle l'a dit devant la représentation, ceux qui représentent les Français, c'est passé à la télé, nous avons tous vu les images, elle a dit très clairement il est faux de dire qu'il y a une liste de dizaines de milliers de millionnaires qui ne paieraient pas d'impôt sur le revenu. C'est ce qu'elle a dit. Et là, quelques semaines après, on découvre que cette liste existe. Donc que dire ? Soit c'est de l'incompétence. Et c'est un problème pour la présidente de la Cour des comptes. Voilà, et en plus, elle était ministre en charge des comptes publics. Donc, soit c'est de l'incompétence, soit c'est un mensonge. Et dans les deux cas, c'est grave. Oui. Si c'est un mensonge, c'est-à-dire qu'elle veut protéger quoi ? C'est-à-dire qu'elle est ministre des comptes publics, mais elle veut protéger les plus riches, ou la politique d'Emmanuel Macron qui est en faveur des plus riches, à un moment où il y a quand même des gros débats à l'Assemblée nationale et où on demande à tout le monde de faire des efforts. Tu vois, on est en train de parler de l'assurance maladie, des taxis qui emmènent des malades. On parle vraiment d'économies de bout de chandelle, des économies sur l'éducation, etc. Et là, elle nous dit ça devant tout le monde. Et il n'y a pas de conséquences. Et elle va être en charge de la Cour des comptes, qui est quand même... Oui, c'est pas n'importe quoi. Ben non, c'est un organisme qui doit nous donner très sérieux, la plus grande transparence sur tous les chiffres, même s'ils sont souvent très orientés, on en a parlé ici, parce qu'ils s'orientent toujours plus sur la casse des fonctionnaires, faire travailler les gens plus longtemps, baisser les pensions de retraite, baisser le salaire, augmenter la charge de travail des enseignants, plutôt que d'aller taxer les plus riches. Mais là, elle va être à la tête de ça. Donc c'est très problématique. Oui, c'est problématique et je ne comprends pas que ça n'ait pas fait un scandale, que personne n'ait demandé sa démission, parce que là, c'est un peu scandaleux quand même. Puis même au niveau médiatique, ça ne fait pas grand bruit, on est occupé à autre chose en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour corriger le tir sur ces 13 000 millionnaires qui ne paient pas d'impôts ?
On en a beaucoup parlé ici, mais il y a ce Gabriel Zucman, qui est un très, très grand chercheur, qui est un spécialiste de la fiscalité. Et là, c'est très difficile de lui donner tort sur la taxe Zucman. C'est très difficile. Je veux dire, moi, j'ai regardé toute la semaine des éditorialistes qui étaient contre la taxe Zucman, qui nous expliquaient par A plus B que c'était pas bien, qu'il fallait pas taxer l'effort, etc. Et là, il y en a un qui est très sur RTL, je crois, il s'appelle Martial You, qui a dit bon, j'étais contre la taxe Zucman, mais effectivement, il faudrait faire quelque chose. Bon, voilà. C'est-à-dire que, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, proposer. Là, on a un des meilleurs chercheurs quand même sur la fiscalité, un des meilleurs chercheurs au niveau mondial, qui a proposé quelque chose d'assez simple. Et de pas révolutionnaire. Voilà. C'est-à-dire que si l'impôt Zucman était appliqué, les millionnaires continueraient de s'enrichir. Juste qu'ils s'enrichiraient moins vite. Exactement. C'est quand même fou. Exactement. De trouver ça marxiste, quoi. Et puis, en plus, pour une fois, la France aurait pu être leader dans une proposition où, encore une fois, le débat traverse toutes les sociétés, tous les pays. Peut-être pas chez Trump, mais dans la société américaine, quand même, on se dit à un moment qu'il y a un problème, et en Europe également. Donc là, on avait une taxe qui était faite par un économiste important, etc. La plupart des gens, tous les éditorialistes étaient contre, par principe, parce qu'il ne faut pas taxer les millionnaires, parce qu'ils ont été biberonnés à cette story qu'on a dit. Et là, on se rend compte de ça, et ils disent, bon, ben oui, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, parce que oui, il faut faire quelque chose, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la contribution majeure, encore une fois, au fonctionnement de notre modèle social, aux impôts, est une classe en fait qui commence à gagner de l'argent jusqu'à la classe supérieure sans patrimoine. Donc, je veux dire, la progressivité de l'impôt, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors oui, c'est très progressif, mais en haut, il y a un problème. C'est ça que nous a dit Zucman, et il a raison de le dire. Donc maintenant, il faut que l'État prenne les choses en main, plutôt que d'aller taper sur les plus fragiles, comme il l'a fait pendant pratiquement 10 ans. Parce que oui, pour un petit peu faire semblant de s'occuper de cette question, les différents gouvernements ont proposé des sortes d'impôts exceptionnels, contributifs sur certaines catégories de revenus ou de patrimoine, par-ci par-là. Ça ne changera pas le fond du problème. Là, il faut vraiment réformer au moins le système fiscal et après le système économique, parce qu'en fait, le problème des impôts, c'est aussi le problème de l'inégalité des salaires, etc., et de l'inégalité de la redistribution des richesses. Bien sûr. Là, en fait, ce qu'ils ont proposé, c'est une contribution spéciale qui devait durer 1 an, effectivement, qui a duré 2 ans. Maintenant, elle ne résout pas tous les problèmes. Je veux dire, les très riches vont continuer à pouvoir échapper plus ou moins à l'impôt. Et puis surtout, en fait, la contribution là, qui est mise en place fait qu'on revient à ce qui existait avant Macron. C'est-à-dire, on revient au même taux d'imposition sur les sociétés, etc. Donc, bon, on n'est pas... Je veux dire, en fait, moi, je trouve que cette contribution spéciale contredit la politique de Macron qui a été mise en place dès le début sur l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, ça montre que nous avons besoin, que ça n'a pas marché. Cette baisse d'impôt n'a pas créé l'activité qu'il voulait, et donc on doit revenir un petit peu à ça. Mais ça ne résout pas ce problème de régressivité qu'il y a en haut de l'échelle pour les plus riches. Et ça, c'est un problème qu'on doit... De fond, quoi. De fond. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur ce qui existe et ce qui a été fait par les chercheurs qui ont consacré leur vie à voir quels étaient les déplacements, comment ça fonctionnait, etc. Et il va falloir à un moment, voilà, on peut pas continuer à vivre comme ça. Soit, si on continue à vivre comme ça, on arrive à plus d'impôts, ce qui veut dire plus de services publics. Et ça, il faut vraiment que les gens en aient conscience. C'est-à-dire que plus de services publics, plus de remboursement de sécurité sociale. Vous accouchez, vous payez entre 5 000 et 10 000 euros. Voilà. Et si vous faites une césarienne, c'est beaucoup plus cher. Et là, vous sortez de l'hôpital, votre carte bleue, elle passe. Parce que les gens, ils pensent que, ah oui, je veux payer moins d'impôts, mais je veux profiter d'un système de santé publique. C'est pas possible, ça. Si on paye moins d'impôts, on passe à un système privé. Tu accouches, 5 000 euros, ta carte bleue. Si tu n'as pas 5 000 euros, c'est toi et ta chance, tu vois. Et si tu as une césarienne, c'est plus cher, tu te fais opérer. Enfin, voilà, ça va être des soins qui vont coûter beaucoup plus cher. Et vous savez, aux États-Unis, maintenant, tu as des gens qui font il y a un tourisme médical qui s'est développé, où des gens vont se faire parfois des IRM dans d'autres pays. Dans d'autres pays, par exemple, ils préfèrent payer un aller-retour en Chine pour se faire un IRM que de se faire soigner chez eux. Si on veut en arriver à ces systèmes, continuons comme ça. Disons qu'on on veut plus payer d'impôts parce que les pauvres, les riches ne payent pas, on en a marre et on arrivera à un système. Moi, je suis contre. Moi, je pense que nous avons un très beau système qu'il faut préserver, qu'il faut renforcer, et pour ça, il faut que tout le monde contribue à sa juste part à l'impôt, y compris les plus riches. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. En 2025, beaucoup d'entre vous ont franchi le pas pour la première fois en soutenant le média. C'est un soutien historique qui va nous permettre d'investir tout au long de 2026. Alors merci à celles et ceux qui en font déjà partie. Et pour les autres, il est encore temps de rejoindre l'aventure et de soutenir le média durablement via l'abonnement ou un don mensuel. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.